nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru Shakaji mahoro ku mfubyi z'iwacu bapfakazi simbibagiwe amarira yanyu Imana irayareba baduhindanyije imitima utubiba mu rwikekwe kuryana kuneka nubiduha nk'umurage uducamo ibice nawe utiretse ubiba ikinyoma ngo usarure amashyi ukunda abapfukamye batarwaye amaguru wimika abashirinde imbere gusa gutekereza ibyiza byo ntubabaze ukuri waguhambye kure y'iwacu nyirisi wandekuriye ubugingo nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru Donc aujourd'hui, nous allons revenir parce que chez nous, au contraire, au lieu de s'occuper de sa population, au lieu de prendre en charge de sa population, au lieu de se soucier du bien-être de sa population, nous constatons, bien au contraire, que les autorités de notre pays s'emploient à vraiment s'attellent à faire disparaître leur population. C'est vraiment l'un des cas qui nous préoccupe en tant que société civile, parce que nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas, dénoncer toutes les injustices commises par les autorités du Rwanda. Et ici, lorsque nous voyons les gens qui disparaissent, ce qu'on appelle des disparitions forcées, les morts, les gens qui... Nous avons assisté récemment. Il n'y a pas un seul jour où on n'assiste pas à un policier qui tire sur une population, sur un tel. Les policiers qui abattent les gens à bout portant. Hein, soi-disant, il allait fouiller. Peu importe ce que tu as commis comme crime. Dans la loi rwandaise, on a supprimé la peine de mort. Mais on voit tous les jours les policiers qui tirent sur les gens. Donc, aujourd'hui, nous allons seulement parler de la disparition. Et surtout de l'oppression de toutes les voix qui essayent de dire la vérité sur ce qui se passe au Rwanda. Nous partirons d'un cas particulier, du cas d'un certain Chaka Gilbert, nous allons en parler de long à large tout à l'heure, mais nous allons aussi évoquer d'autres cas, les plus récents, notamment le cas d'Orsisabagina, le cas de Karasila Aimable, d'autres. Aujourd'hui même, au moment où je vous parle, il y a un autre qui est en train dont on veut, à qui on s'attaque maintenant, un certain Hakuzimana Rachid Abdul, qui est quelqu'un aussi qui commençait à dire la vérité sur tout ce qui ne va pas au niveau de l'FPR. Lui aussi, on voit bien qu'on est en train de chercher à le faire disparaître. Tout ça, on va en parler. Pour parler de ce sujet qui est vraiment très important au niveau de la vie rwandaise, et je ne suis pas seul, comme d'habitude, les mardis, on est souvent avec monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, que je vais faire entrer au studio pour qu'on puisse partager ce sujet, pour se débattre ensemble de ce sujet. Monsieur l'ambassadeur, salut, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur la radio Urumuri, monsieur l'ambassadeur. Je suis vraiment très content qu'on se revoie. Je commence par vous dire bonjour, Célestin. Effectivement, depuis quelques semaines, je pense même quelques mois, si je ne me trompe, vous n'étiez pas présent sur les ondes de radio Urumuri. Au début, je me suis inquiété et puis j'ai posé la question à nos camarades communs et ils m'ont rassuré. C'était effectivement les intempéries dont vous avez parlé. Heureusement que ça prend fin parce qu'apparemment, vous étiez quand même assez atteints personnellement et tous vos voisins, tous les gens de votre ville ou de votre village. Dieu merci, c'est passé. Alors aujourd'hui, nous allons peut-être
parlait d'un sujet apparemment éloigné de ces intempéries naturelles, mais qui ne sont pas loin. Qui ne sont pas loin parce que je parle des intempéries. C'est des intempéries humaines causées par non pas la nature ou l'environnement, mais par un régime qui tue, vous l'avez dit aussi, qui fait disparaître des jeunes gens, surtout. On observe ces derniers temps que les victimes, la première cible du gouvernement rwandais, pour ne pas dire du régime de Paul Kagame, c'est la jeunesse. Et cela vraiment pose problème. C'est pourquoi j'ai accepté avec vous d'aborder cette question, parce que lorsqu'on s'attaque à la jeunesse avec un acharnement comme celui qu'on voit ces derniers temps, on l'a déjà vu dans le passé, hein, mais ces derniers temps, c'est à une cadence où on se dit que l'avenir est menacé. Lorsqu'on atteint la jeunesse avec un tel acharnement, lorsqu'on tue, qu'on enferme, qu'on fait fuir, qu'on force les jeunes à fuir le pays, eh bien, c'est l'avenir de demain qui est insulté. C'est donc l'avenir de notre pays qui continue de sombrer. Et on ne sait pas comment ça peut s'arrêter. Rappelez-vous, hein, à la veille du génocide de 1994, la situation n'était pas très éloignée de celle-ci. Il y a des gens qui disparaissaient. Il y a des attentats qui se commettaient partout dans le pays. Au départ, on croyait que c'était ce qu'on accusait peut-être faussement, mais on a fini par savoir que c'était le FPR qui posait des mines et des bombes partout. Mais dans le Rwanda profond même, le pouvoir des instances officielles avait cessé d'être. Les miliciens étaient devenus plus forts que les fonctionnaires, que les autorités locales. Et aujourd'hui, on a l'impression que la violence, la terreur a été décentralisée délibérément par le gouvernement. Décentralisée dans ce sens que le DASSO, c'est-à-dire le DASSO, je ne sais pas comment on le définit en français, vous qui connaissez les subdivisions territoriales, la police locale, hein, des communes, la police des Imidougou, eh bien, ils sont plus agissants que les autorités officielles. Ils tuent, ces gens-là, les DASSO, ils tuent quand ils veulent, qui ils veulent, et ils ne sont jamais poursuivis pour ces forfaits. Donc, on va peut-être aborder ça sous cet angle. Pourquoi cette terreur généralisée et qui cible particulièrement la jeunesse? Donc, je suis à votre disposition pour, si vous voulez, expliciter davantage la situation actuelle, comme ça on pourra en débattre progressivement. Effectivement, monsieur l'ambassadeur, parce que nous allons vraiment essayer de parler de ces cas concrets, les cas où nous assistons aux disparitions mystérieuses. La plupart des gens disent des disparitions forcées parce que ça a été vu, c'était connu, c'était vérifié que dans presque 100% des cas, ce sont des disparitions dont l'origine sont les autorités de Kigali, les autorités du Rwanda, les autorités, les fameuses groupes, je ne sais pas qu'on appelle ça, les Special Forces, qu'ils appellent ça, ou alors les de renseignement, tout ça. Nous avons eu la preuve avec le témoignage de Saint Kizito Mihigo, qui a bien précisé la façon dont on l'a appelé, dont on l'a abordé. On l'a conduit dans la forêt de vers Bugesera pour essayer de l'intimider. Où il est alors, dans les premiers jours, il est passé vraiment à rien d'être assassiné ce jour-là, ce soir-là, et où il a été ramené, il a été torturé, tout ça, il a écrit. Nous avons des écrits, nous avons des témoignages. Là, c'était le cas de Kizito Mihigo. Mais nous avons aussi d'autres cas. Quand on parle, par exemple, d'un certain qui était le vice-président du FDI, Nyingi, qu'on est venu carrément chercher dans la prison là où il était. Et là, on dit qu'il s'est échappé, qu'il s'est échappé de la prison. Et que non, il était entre leurs mains. Celui-là, c'est un cas très connu. Nous avons connu des cas, le plus flagrant, qu'ils ont eux-mêmes avoué d'ailleurs, cette fois-ci, le cas de Savagina. C'est un cas que tout le monde connaît, où, que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre de la Justice, ont ouvertement reconnu qu'ils ont, c'est bien le mot qu'il faut utiliser, kidnappé M. Savagina des Émirats arabes unis vers le Rwanda.
peu importe les tournures linguistiques qu'ils ont utilisées, c'était cette d'intelligence, de malignité. Nous l'avons induit, mais le fait est que M. Rusesabagina a été kidnappé. Il faut bien utiliser les mots tels qu'ils sont. Et on peut aussi parler d'autres. Karasira Aimable, qui a été appelé comme ça au téléphone, un peu comme M. Hakuzimana Abdul, dont on va parler tout à l'heure. Lui aussi, on l'a appelé comme ça. Un anonyme, il t'appelle comme ça. Viens, on se retrouve ici au RIB, Rwanda Investigation Bureau, qui est l'équivalent des bureaux des enquêteurs, en fait, pour mener d'enquête, sur quoi on ne sait pas. On le convoque et M. Karasira est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est parti pour répondre à son coup de fil et il n'est plus revenu. On peut parler, la liste est longue, mais quand on regarde le point commun, vous l'avez si bien, vous avez touché un mot tout à l'heure, le point commun entre toutes ces personnes qui disparaissent, ou alors qui sont, la plupart du temps, là, je ne parle pas de ce poète dont le nom m'échappe, d'ailleurs, il faudra que je cherche son nom, qui est pourtant disparu lui aussi. Alors quand on écoute ses poèmes en Nyarwanda, il disait la vérité que tout le monde, il disait ce que tout le monde pense tout bas. Donc, la liste est tellement longue qu'on ne peut pas énumérer toutes ces disparitions. Mais alors, je disais, le point commun entre toutes ces disparitions, c'est qu'ils essayent de dire la vérité. Ils essayent de dire quel point ça ne va pas. Le régime du FPR, essaye de rectifier le tir, essaye de corriger ceci, corriger son point. Notamment, si on prend le cas concret de M. Karasira, il dit, moi je suis le rescapé du génocide contre les Tutsis, parce qu'il est Tutsi, lui. Il disait, lorsque je vois ce qui se passe ici, c'est comme si les Tutsis qui étaient à l'intérieur du pays, qu'ils ne comptent pas, ils ne sont pas considérés. Si les leurs qui ont été tués ont été victimes des Hutus, des Interahamwe, pour dire leur nom, ceux-là, ils sont bien traités. Ils sont soutenus par les différents fonds qui sont en place, Ibuka, Farge et tout ça. Mais lorsque ce sont les gens qui ont été tués par le FPR, ceux-là, ils ne comptent même pas. Ils ne sont même pas reconnus comme victimes du génocide contre les Tutsis. Ils ne sont pas reconnus du tout. C'est le cas le plus concret de Karasira. L'autre cas qui peut nous intéresser aujourd'hui, maintenant, c'est un cas qui est encore bien particulier, parce que maintenant, il s'agit d'un Hutu, d'un enfant de Hutu, cette fois-ci, qui a osé poser une question simple. Moi, j'étais enfant. Il avait 2 ans, je crois, lorsque le génocide a eu lieu. Il avait 2 ans, 2 ans, je crois, oui. Lui, il demande à sa maman, mon papa a disparu, où est-ce qu'il est? Sa maman, au lieu de lui répondre, elle pleure. Parce qu'elle sait où son père, son mari, comment il est mort, il le sait. Mais elle n'ose même pas lui expliquer à son enfant. Mais lui, il grandit avec ça, avec toute cette problématique qu'il a rongée, avec toutes les injustices. Tout à l'heure, je vais vraiment essayer de parler de Chaka Gilbert, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Chaka Gilbert, sa vie, comment il a vécu, comment il s'est construit, avec toutes les injustices qu'il a connues dans sa vie. Mais il a fini par maintenant adresser une lettre ouverte au président de la République, en lui disant, maintenant, j'ai des informations, comme quoi ce sont les militaires du FPR qui ont tué mon père. Ils l'ont pris telle date, à tel endroit. Ils l'ont amené à tel endroit. Et je sais comment il est mort. Et moi, je sais même où son corps se trouve. Mais, ça fait 27 ans que vous êtes au pouvoir. Et je n'ai même pas le droit d'aller voir là où est enterré mon père. Je n'ai même pas le droit d'aller prendre les restes de mon père pour les enterrer avec dignité. Là, il a écrit une lettre. En plus, dans cette lettre, il a bien précisé, il a même donné les noms des gens de sa famille, plus d'une trentaine, 38, je pense, plus de 38, de sa famille, qui ont été décimés par le FPR, par les éléments du FPR. Là, vraiment, il faut bien le préciser. Ils n'ont pas été tués par sa maman est Tutsi, certes. Elle a eu des problèmes
au niveau des Néramouais, mais lui, il précise que son père est Hutu et qu'il a été tué par le FPR, par les membres du FPR, par les membres de l'AP, de l'armée patriotique rwandaise à ce moment-là qu'on appelait. Mais ce problème, quand on essaie de dire la vérité, cette vérité-là, qui veut être, quand on essaie de toucher à ce point, à dire que l'OFPR a aussi tué, là, les ennuis commencent. C'est comme ça, le gamin, je rappelle le gamin, qu'il m'excuse s'il est toujours en vie, et c'est tout sa femme m'excuse parce que je l'appelle le gamin parce qu'il est de l'âge de mes enfants, mais ce monsieur, Chaka Gilbert, qui a lui aussi 2 enfants maintenant. Ça, on va y arriver vraiment. Est-ce que ce que le FPR a fait en tuant son père, est-ce qu'ils veulent vraiment le perpétuer de génération en génération? Chaka avait 2 ans lorsque son père a été tué. Maintenant, il a 2 enfants, un de 7 ans, l'autre de 3 ans. Est-ce que le FPR veut aussi tuer Chaka pour que ces 2 enfants aussi grandissent comme leur père? Est-ce que le FPR se rend compte de ce qu'il est en train de créer comme problème qui va durer de génération en génération? C'est de cela que je voudrais vraiment qu'on parle, monsieur l'ambassadeur. C'est ce point où, lorsqu'on essaie de soulever ce point, lorsqu'on essaie de parler de ce problème, lorsqu'on essaie de toucher aux victimes du FPR, le régime de Kigali vraiment sort ses griffes et se défend, et même, j'allais dire, élimine physiquement, élimine physiquement toute personne qui essaie de soulever ce point. Je voudrais vraiment avoir votre point de vue sur ce problème, monsieur l'ambassadeur. Vous faites bien d'aborder le cas de Chaka Gilbert, le jeune et talentueux musicien, un garçon qui n'a même pas fini, je pense, l'école primaire, en tout cas qui n'a pas fait d'études. Oui, justement, j'aimerais de vous couper la parole parce que j'avais dit que j'allais parler qui est Chaka réellement. Parce que je vais introduire, moi. Voilà, allez-y alors, parce que j'allais en parler. Chaka, c'est un jeune, effectivement, qui est né en 1992. C'est-à-dire qu'en 1994, l'année du génocide rwandais, il avait 2 ans. Alors, son crime, comme des centaines de milliers d'autres Rwandais, c'est d'être né de mariages interdits. Interdits des 2 côtés. C'est-à-dire de mariage entre un Hutu et une Tutsi ou vice-versa. Chaka l'a à plusieurs reprises répété, il a même créé une sorte d'association qu'il a appelée la Voix des orphelins, mais pas n'importe quels orphelins, parce qu'il commençait à devenir le point de ralliement de ces jeunes-là qui partagent les mêmes problèmes au niveau de leur naissance, au niveau de leur mixité ethnique, parce que, a-t-il expliqué à plusieurs reprises, au début, il ne comprenait pas. Mais il a ensuite su et compris pourquoi il était exclu partout où il allait, par ses oncles ou tantes maternelles, qui lui reprochaient de ne pas être entièrement des leurs. La famille Hutu avait quasiment disparu, vous l'avez dit, parce qu'elle a été exterminée par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Et donc, il était confronté à cette problématique. C'est vraiment le carrefour des problèmes que rencontrent certains Rwandais. C'est-à-dire qu'il a été, pour finir, il a été opprimé, comme les autres, comme Kizito, comme des Hutus, comme des Tutsis. Mais lui, il disait qu'il avait été frappé à 2 reprises. Comme Karasila d'ailleurs, Karasila qui est Tutsi, puisqu'il est encore en vie, dont une partie de sa famille a été tuée par les massacreurs Ineramwe, les Hutus, et ses propres parents ont disparu grâce à Paul Kagame, qui les a enlevés et fait exécuter. Et donc, c'est pourquoi il a osé, pendant des mois, pendant des années, il a osé dire ce qui s'était passé, la vérité. C'est le mot qu'il faut utiliser. Et en disant cette vérité-là, Paul Kagame s'est senti bien sûr
menacé dans sa virginité apparente. C'est un saint, il a arrêté le génocide des Tutsis, il n'a rien fait de mal. Et donc là, aujourd'hui, les crimes que Paul Kagame a commis ne sont plus que dans les rapports, des Nations Unies enfouis dans les tiroirs. Ils sont aussi dans la rue, ils sont aussi sur les chaînes YouTube, qu'il ne peut pas contrôler ni maîtriser. Eh bien, donc, Chaka, pour revenir à Chaka, il n'a pas parlé que de la mort de son père Hutu. Il a parlé aussi de la souffrance de sa maman, une Tutsi qui avait perdu son mari, mais qui n'osait pas parler, parce qu'elle avait peur qu'elle ne soit elle-même persécutée ou même tuée. Mais Chaka a raconté aussi comment il a subi une double injustice du fait de sa mixité, qui est une impureté ethnique. Dans notre manifeste de 2019, nous appelions ça un racisme particulier, un racisme ethnique, c'est-à-dire être victime de son non-pureté ethnique. Que s'est-il passé? Lorsqu'il a grandi, lorsqu'il a commencé à devoir aller à l'école, sa maman Tutsi se disait « Oh, ça va être facile, moi je suis Tutsi ». Les organisations de défense des droits des victimes vont sans doute m'accorder des droits au même titre que les autres enfants de Tutsis victimes du génocide. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Les services chargés d'octroyer la bourse d'études pour les aides aux élèves à l'école primaire, ils lui ont signifié que le jeune, l'enfant de la maman Tutsi de Chaka, bon, ils lui ont dit « Madame, vous êtes Tutsi peut-être, mais votre enfant n'est pas Tutsi. Son père était Hutu, et donc vous ne pourrez jamais avoir d'aide. » Et c'est ce qui s'est passé. Le petit n'a pas pu faire d'études sérieuses comme ses camarades, et il en a beaucoup souffert. Nous appelons ça du racisme ethnique. Donc il y a comme c'est la promotion de la pureté. En Europe, on disait, aux États-Unis, c'est la pureté raciale, mais au Rwanda, c'est la pureté ethnique. Nous devons en parler, nous devons dénoncer cela. Tous les Rwandais se valent, chacun n'a commis aucun crime, il est né de parents qui se sont aimés, ce n'est pas à lui de payer le prix de ce crime d'impureté. Au contraire, il devrait, et il a toujours dit ça dans ses émissions, puisque en passant, signalons qu'il avait été obligé de créer une chaîne YouTube pour s'adresser à ses compatriotes et aussi aux autres, il pouvait comprendre qui est en Rwanda. Il disait, je ne peux plus me taire, si je me tais, je deviens fou. Il faut que je dise ce qui se passe. Même ma famille ne m'aime pas. J'ai même eu l'impression qu'à un moment donné, il reprochait quelque chose à sa maman, mais ça, c'est mon interprétation, je pense que ce n'est pas le cas. Donc, Kagame a compris que non seulement la mort, l'assassinat du papa de Chaka allait être mis en exergue, mais aussi et surtout ce racisme ethnique qui est en fait pratiqué depuis des années et qui est institutionnalisé par le gouvernement rwandais de Paul Kagame. Institutionnalisé parce que ça figure dans les lois. Eh bien, si vous n'êtes pas Tutsi de père et de mère, vous ne bénéficiez pas des aides que vos collègues, que vos camarades reçoivent chaque mois de l'État. Vous n'avez pas les ustensiles nécessaires pour... vous n'avez pas les cahiers, vous n'avez pas tout le nécessaire, tout le matériel scolaire. Les autres enfants reçoivent ça gratuitement. À lui, on a dit, va voir ailleurs, tu n'es pas pur, donc tu ne peux pas recevoir ces aides-là. Ça peut faire sourire ceux qui ne connaissent pas la réalité rwandaise, mais c'est la vie quotidienne de centaines de milliers d'enfants, voire de millions d'enfants exclus de leur société parce qu'ils ne sont pas Tutsis à 100%. Ou tout simplement qu'ils ne sont pas Tutsis ni à 50, ni à 30%. Eh bien, ça, nous devons le dire aussi. Chacun a été victime de cela. C'est l'acharnement que le gouvernement rwandais exerce sur ce jeune homme. Et on a, après Chaka Gilbert,
d'autres jeunes sont venus confirmer la même réalité. Il n'a pas recruté, hein. C'est d'autres jeunes qui, en suivant les vidéos de Siaka Gilbert, se sont dit, mais c'est exactement mon histoire. Ils l'ont cherché et ils sont passés à sa chaîne de YouTube pour donner les mêmes témoignages et on s'est rendu compte que c'était un phénomène généralisé et institutionnalisé. Ça a fait peur au gouvernement du FPR parce qu'ils n'aiment pas que ni les Rwandais ni les autres qui disent ce qu'ils savent. C'est vraiment pour moi le nœud de toute l'histoire. Karasira, peut-être pour parler des autres, Karasira, on l'a dit, c'est un Tutsi, mais dont le père Tutsi et la mère avaient été tués par le FPR. Il a suffi qu'ils le disent pour qu'on le traite de fils Buchana, qui était le président d'un parti qui était catalogué comme un parti extrémiste Hutu. Dire ça de Karasira, qui est un Tutsi de père et de mère, les étrangers qui ne sont pas habitués à nous entendre parler de ces choses-là, qu'ils sachent que être Hutu, Tutsi ou mixte au Rwanda d'hier et d'aujourd'hui, ce sont des réalités malheureusement qui peuvent coûter la vie aux gens. Et la preuve, c'est le génocide de 94. Et le génocide dont on ne parle pas aujourd'hui, qui a été commis contre les populations Hutus. Donc c'est ça, c'est la peur de la vérité. Parce que ça commençait à prendre des allures d'une contagion annoncée. Au Rwanda, aujourd'hui, chaque jeune peut créer sa chaîne YouTube et dire ses vérités. Après, on parlera peut-être de cas plus récents. Hier encore, on a appris les pressions qui sont exercées sur un certain Rachid, Abdul Rachid Avudimana. Eh bien, c'est la même logique. C'est quelqu'un qui est encore jeune aussi, puisqu'il n'a que la quarantaine, qui dit la vérité, qui dit ce qu'il a souffert en prison pendant 8 ans, sans jamais être poursuivi, ou plutôt condamné, ou il n'y a même pas eu de jugement. On lui a dit, tu sors après 8 ans. Et il pose des questions aujourd'hui. Il dit, mais je suis resté pendant 8 ans en prison, pourquoi? Expliquez-moi. Et lui, qui est un monsieur apparemment qui comprend tout, qui a l'université, je pense, a été une occasion pour lui de monter de niveau en termes de connaissances politiques, eh bien, il fait des analyses qui font peur au gouvernement rwandais. Et lui aussi, si on ne fait pas attention, si on ne lance pas l'alerte de manière assez assidue, il risque de passer à la casserole, comme disent certains. Donc, nous sommes là vraiment pour parler de ces cas, Karasira, Siaka, et nous avons oublié Kizito Mihigo l'année dernière. Kizito Mihigo, c'était le chanteur le plus connu, le plus célèbre au Rwanda. Il a été enlevé. D'abord, il a passé 4 ans en prison, sans raison du tout. Et ensuite, en février 2020, il a été arrêté par la police, soi-disant qu'il voulait traverser la frontière vers le Burundi. Ça n'a jamais été prouvé. Les enquêtes qu'on a demandées ont été rejetées par le gouvernement de Paul Kagame. Et puis, il est mort en prison. On a prétendu qu'il s'était suicidé, mais ce n'est pas vrai. Maintenant, on a tous les détails, on sait ce qui s'est passé, sauf que le général Kagame refuse toujours qu'une enquête indépendante soit menée, y compris après la demande de plusieurs organisations, Amnesty, Human Rights, etc. Donc, nous sommes aujourd'hui dans les mêmes conditions qui prévalaient au Rwanda quelque temps avant le génocide de 1994. Il faut que les gens le sachent. Le démon du génocide, il est là maintenant, omniprésent. Le comportement de la police, le comportement des services de justice, cette façon de faire les choses sans savoir exactement où ils vont. L'enlèvement, le kidnapping de Paul Rusesabagina montre déjà en lui-même une sorte de précipitation. Le gouvernement fait n'importe quoi aujourd'hui. Ils ne réfléchissent plus avant d'agir, comme s'ils étaient attaqués par des essaims d'abeilles. C'est extraordinaire.
Ils paniquent. Monsieur, je vous remercie, mais il y a un point sur lequel que j'aimerais quand même qu'on revienne tout à l'heure, mais je vais d'abord recevoir Monsieur Joseph Matata qui vient de nous rejoindre pour traiter de ce sujet, le sujet de disparition forcée, le sujet de faire taire la vérité. Je sais que Monsieur Joseph, il y a quelqu'un qui a lutté longtemps pour ce qu'on appelle pour qu'il y ait la vérité. Il a même mis en place une journée spéciale pour la lutte contre le mensonge et vraiment le rétablissement de la vérité. Monsieur Joseph Matata, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon cher Pierre Célestin, bonsoir mon frère Jean-Marie Vianney. Je commence à vieillir, je vois plus que je mets des lunettes. La dernière fois, je vous entendais vous discuter de votre âge, qui était grand frère et qui était petit frère. C'est moi le grand frère. Voilà, Oui, je voilà, salue d'accord. aussi tous les auditeurs qui nous écoutent maintenant ou qui nous écouteront plus tard de Radio Rumuri, la radio de la société civile rwandaise en exil. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Joseph, vraiment, nous sommes en train de discuter d'un sujet très important, parce qui touche à la vie des gens, qui touche à la disparition des gens. Et j'aimerais quand même avoir votre point de vue, votre sentiment, votre ressenti lorsque vous entendez, tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur parlait d'un genre de fuite en avant. C'est-à-dire, au lieu de voir ce qui se passe réellement, de voir que la population rwandaise est en train de se réveiller, est en train de dire la vérité, l'OFPL continue à faire vraiment une fuite en avant, il continue à les réprimer, il continue à les faire disparaître, il continue à les tuer. Qu'est-ce que vous pensez de son comportement de l'OFPL qui ne comprend pas, qui ne voit pas que la situation que nous avons vécue en 1993, on était tous là, ou en 93, pour parler comme les Français, nous étions tous là, nous étions tous majeurs à ce moment-là, nous avons connu depuis 93, 94, nous avons connu tout ça, mais chaque catastrophe a ce que moi j'appelle des signes précurseurs. Nous voyons maintenant que nous sommes dedans, mais de la même façon que l'autorité de 93 ne voyait pas ces signes précurseurs, excusez-moi, de la même façon, les FPR, c'est comme si aveuglé. Il ne veut pas voir ce qui se passe au sein de la population rwandaise. Il ne veut pas voir que la population en a plus qu'assez de cette injustice, qu'un jour ou l'autre, il sera d'un rien, d'une étincelle ou quoi, et que tout ça va exploser tout d'un coup. Comment vous, monsieur Matata, je sais que vous êtes aussi quelqu'un qui lutte pour les droits de l'homme et la lutte contre l'injustice et l'impunité, mais comment vous voyez cette situation du FPR? Vous voyez la façon dont il gouverne pour le moment. Au lieu d'écouter ce qu'on lui dit, il réprime ceux qui disent la vérité. Au lieu de, comme disait si bien Karasela, justement, au lieu de chercher la cause, il supprime les faits. Et la cause, tant que la cause est toujours là, les faits vont toujours rester, vont toujours ressurgir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Matata Joseph? C'est fort regrettable que le régime FPR n'a rien appris de l'histoire, de notre histoire. Je crois que ces hommes du Front patriotique rwandais se sont formés en Ouganda par la brutalité, dans la violence. Et comme ils n'ont jamais eu affaire à la population en Ouganda, parce que la population était sous le choc de la guerre, des différentes guerres qu'a connues l'Ouganda, sous le choc de la répression, etc. Ils se sont comportés comme une armée de colons contre la population burundaise, contre la population ougandaise plutôt. Alors, quand ils ont attaqué le Rwanda, ils ont commencé par les massacres, comme ils continuent encore aujourd'hui. En fait, ils n'ont jamais connu la colère populaire, jamais. Donc, ce qui veut dire que le jour où ils vont connaître ce que c'est la colère populaire, donc une population qui a tout perdu, c'est là où ils comprendront, mais ça sera trop tard pour eux. Parce qu'ils croient que l'armée, la police, ce sont leurs fils, leurs enfants. Ce n'est pas vrai. Quand la population se soulève, l'armée, la police et toutes les structures de protection, de ce qu'on appelle l'ordre établi, mais ils se rangent toujours du côté du peuple parce que ce sont les enfants du peuple. Ça, c'est clair.
Il n'y a pas les enfants de Kagame dedans, il n'y a pas les enfants de Kabarebe dedans, il n'y a pas les enfants de Jacques Nziza ni de Dan Mounouza. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans l'armée. Les gens qui sont sur le front, qui sont dans la rue, donc tu ne peux pas demander à la population d'aller massacrer une autre partie de la population parce que... Mais M. Matata, permettez-moi quand même d'émettre quelques réserves à ce que vous dites, parce que lorsque nous assistons à ce qui se passe au Rwanda, ce sont les membres de la police qui tirent sur les gens. Ce sont les gens du service de renseignement qui font disparaître les gens. Tout à l'heure, nous allons parler du cas de Hakuzimana, pour le corriger, c'est Hakuzimana Rachid Abdul, qui est convoqué pour demain. Qui est convoqué, mais vous allez rire lorsque vous allez apprendre ce que je vais vous dire, parce que vous avez vu, comme moi, que Rachid a dit qu'il ne va pas répondre à cet appel téléphonique qui est un appel téléphonique anonyme. Lorsqu'il a dit sur deux chaînes YouTube, justement, pour vous montrer justement l'efficacité de ces chaînes qu'ils veulent faire taire, qu'ils veulent faire taire. Donc, lorsqu'il a dit sur deux chaînes, donc une que nous allons aller voir en Rwanda tout à l'heure, chez Kyoum Hassan, chez Ishema TV, et sur l'autre chaîne, dont il ne m'a pas permis de lire deux trucs. Et oui, quand il a donné ses interviews, et qu'il a dit ouvertement qu'il ne va pas répondre à cet appel anonyme, figurez-vous qu'au moment où je vous parle maintenant, je viens de voir la convocation écrite qui a été mise maintenant officielle. Si vous voulez, je peux vous la partager, je l'ai devant moi. Oui. Je vais même vous la partager, vous allez la voir. Je vais aussi faire la même chose tout à l'heure lorsque nous allons commenter le programme Rwanda. Mais vous allez voir que ces chaînes qu'ils veulent faire taire justement sont efficaces. Mais j'aimerais que vous regardez, ça Rwanda, République du Rwanda, c'est-à-dire le RIB en fait, Rwanda Investigation Bureau. Vous voyez que ça a été signé par le chef du village, de Moudougou, c'est vraiment la plus petite unité du pays. Et ils l'ont convoqué pour la même date. La même date. Pour demain. Ils ont rédigé là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, au lieu de, parce qu'on l'avait convoqué il est convoqué maintenant pour demain, le 1er septembre 2001 à 10h. 10h du matin. Donc, vous voyez que lorsqu'il a dit qu'il ne viendrait pas et qu'ils se sont rendus compte de la bourde qu'ils avaient faite, ils ont quand même essayé de rectifier le tir en lui envoyant maintenant les convocations d'Ardar en urgence. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez de la colère de la population. C'est tout efficace quand même. Mais je voulais quand même revenir à ma question. Quelle est la date de signature La date, c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui, vérifie bien la date, le mois, etc. C'est tout vérifié. Je n'avais pas partagé un truc. Le mois. Donc, c'est le 31 août 2001 à 14h10. Oui, en septembre. Hein. Voilà. La date de signature en bas. Oui, c'est monsieur Rachid a signé dessus. Monsieur Rachid a signé dessus. Le 31 août à 14h, voilà, 14h10 minutes. Oui, Rachid. J'ai mal lu alors parce que à l'écran c'était. Non. Il a même écrit août en mots, pas en chiffres. Il a écrit en toutes lettres. Oui, donc, ça montre que. Il écrit très bien, une belle écriture d'ailleurs. Il est une très belle écriture. Reçu mardi 31 août 2001 à 14h10 par Hakuzimana Abdul Rachid. Non, je dis la date de signature de la convocation. Ah oui, tu as tout à fait raison. Non, pourquoi tu soulèves toi? Pourquoi vous soulevez ça? Ça doit être sur l'écran tout à l'heure. Hein? Oui, c'est bien. Donc, c'est le 31 septembre 2021. C'est signé le 31 septembre 2021. Je le vois. Tout à fait. Maintenant que vous le soulignez, je le vois. Ça, c'est autre chose. Ça, justement, n'allons pas justement leur montrer leur précipitation, justement. Allez, continuons, revenons à notre question que je voulais poser à M. Matata, parce que je lui disais qu'il est optimiste, il pense que la population, vraiment, lorsqu'il va se soulever, parce qu'il va se soulever, ça c'est certain, et la population
les forces armées, les forces de la sécurité, de la police, l'armée vont se ranger du côté de la population. Mais moi, j'en doute un tout petit peu parce que j'ai vu, on a tous vu que ce sont les policiers qui tirent sur les gens. Ce sont les gens de l'enseignement qui font disparaître les gens. Comment voulez-vous? Parce que j'ai l'impression que l'armée, la police et toutes les forces de la sécurité ont été noyautées ou phagocytées ou utilisées par cette clique de gens qui veulent du mal à la population. J'ai peur que vraiment les institutions régaliennes qu'ils vont vraiment se rendre plutôt du côté, qu'ils vont massacrer toute la population qui va se soulever. Matata, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a toujours des snipers. Snipers, ce sont des types choisis sur le bout des doigts, des serial killers, donc des assassins, des malades mentaux, qu'on infiltre dans la police. Ce sont eux qui tirent sur les gens. Mais le reste de l'armée ne peut pas massacrer la population. C'est clair, parce que ce sont des enfants du peuple. Donc, par exemple, le chef de poste de la police là, qui a tiré sur le jeune homme Ndimbati, c'est un fou drogué. C'est peut-être aussi un type qui a été conditionné depuis la guerre. Ce sont des criminels notoires. Il ne faut pas oublier que dans la région de l'Est, donc on a affecté un meurtrier qui apparaît dans tous les rapports, qui est visé par tous les mandats d'arrêt. Gassana, Emmanuel Rurayi, alias Rurayi, c'est un tueur qui a tué même ces jeunes soldats qui sont allés les rejoindre sur le front. Ils ont été tués à coups de roues usagées à Gafuni. Donc, ce sont des fous, mais ce sont des minorités. C'est pas ça, comment dirais-je? Ce sont des minorités, ça, ils sont sûrs. Ensuite, vous ne pouvez pas imaginer quand la population est dans la rue, même, vous voyez, même à Paris, pour les manifestations pacifiques qui se déroulent, la police, elle est terrorisée, elle est tétanisée, elle a peur de la population. Donc, la population est toujours plus forte. La population, c'est comme un fleuve. Quand vous avez un fleuve qui avance vers toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux mettre tes deux mains comme ça, tu peux mettre quoi? Rien. Donc, j'en sais quelque chose, justement, tout à l'heure j'en parlais, cela étant dit en passant, lorsque j'ai vu la force de la nature, je vous assure, vous voyez les voitures qui sont garées des deux côtés des rues, et puis ça les balaye comme de petites poussières, quoi. Une houle d'eau de plus de 2 mètres de hauteur. Comme des canettes de bière. Voilà, bon, comme de rien du tout. Célestin, permettez-moi de mettre un doute. Hein. Oui. À la théorie de Joseph qui dit qu'à Paris, c'est vrai, mais Paris n'est pas Kigali, Joseph. Et l'armée rwandaise n'est pas constituée sur les mêmes bases que l'armée française. Quand on dit que c'est une armée du peuple, moi, je ne crois pas. Les militaires du FPR, ce n'est pas les enfants du peuple, ceux qui décident en tout cas. Oui, c'est-à-dire que les membres de l'armée, vous savez, les militaires, ceux qu'on appelle Rabali Kiri, oui. Ce n'est pas eux qui dirigent les opérations. Quand on leur dit de faire ceci, ils font ceci. Moi, je vous dis, en 1994, à Kigali, j'avais des gardes du corps issus vraiment de la plèbe, de familles très pauvres, Hutus, qui ont été recrutés à Bimba. Mais quand ils me racontaient la bravoure avec laquelle ils avaient massacré les gens, je me disais, ça y est. Donc, en fait, dans leur tête, on a mis des graines qui font que le peuple, il devient l'ennemi du militaire lorsque le chef le dit. Si Kagame dit, ce sont des Hadouis, ne pensez pas qu'un militaire va se laisser fusiller parce qu'il vient du peuple. Hein. Il va exécuter. Peut-être quand la situation est complètement... Quand on perd la maîtrise de la situation et que les chefs commencent à se défiler ou à chercher à fuir, oui. L'armée, les militaires se retournent ou retournent leur fusil contre leur chef. Mais en attendant, ils ont fait
ils font des dégâts, ils commettent le génocide. Si on leur demande de tuer, ils vont tuer. Et je crois que l'effet de masse, tous ces militaires-là n'ont jamais vu une population en colère. Hein. Quand le peuple est en colère, c'est comme un peu l'inondation. Hein. C'est un peu comme l'inondation parce qu'ils sortent de partout, ils sont frustrés. Or, les militaires, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils tirent les premiers rangs. Ils tirent sur les premiers rangs, les deuxièmes rangs, mais c'est tout. Après, ils détalent, ils sont obligés de fuir. Donc, ceux qui vont tirer sur les gens, ils vont se faire bouffer, ça c'est sûr, comme des samboussas. Mais moi, je te dis, le peuple là, au Rwanda, ils n'ont jamais vu ça. Ils sont habitués à massacrer l'une ou l'autre quand la population regarde. Mais, je vous assure, quand le peuple verra que c'est eux ou le petit noyau de génocidaires qui les gèrent, quand ils verront que, déjà, tu as vu même avec Guma Murugo, le dernier Guma Murugo, la population est sortie, les gens sont sortis, ils sont allés chercher de la nourriture sans se préoccuper de ces mecs-là. Ils ont été obligés de ne plus replonger, de ne plus réessayer le Guma Murugo, parce qu'ils ont vu que la population, à chaque Guma Murugo, la population s'énerve et risque de ne pas obéir. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils essayent de menacer Hakuzimana Rachid? Je suis sûr et certain que si Hakuzimana Rachid y va calmement, sans paniquer, il va leur dire, écoutez, moi j'ai posé des problèmes qui sont là, il y a plein de problèmes dans ce pays. Vous faites une course en avant, vous me mettez en prison, vous me tuez. C'est comme à l'époque de Mandela. Mandela, il a été mis en prison pendant 25 ans. Les enfants, les jeunes gens, les enfants qui avaient l'âge des enfants de Mandela, ils sont venus le rejoindre en prison. Et tu sais ce qui s'est passé? On leur a demandé de se mettre en ordre comme les vieux Mandela. Et les jeunes, quand ils rentraient dans les bureaux du directeur, ils avaient leur casquette. On leur demandait de retirer la casquette. Ils disent pourquoi faire? Et on leur disait asseyez-vous, pourquoi faire? Donc, les jeunes, ils n'ont jamais respecté. Et finalement, ce sont les jeunes qui ont adouci les conditions de prison pour aller casser les pierres, etc. Ce sont eux qui ont libéré les Mandela, ils sont revenus. Et c'est comme ça que les Mandela ont écrit leur mémoire. C'est parce que les jeunes, ils ont cassé la chaîne de la torture. Quand on allait casser les pierres, les jeunes n'ont pas. Ils ont dit, vous nous donnez les marteaux, on commence par casser vos têtes avant d'aller casser les pierres là. On commence par vos têtes, vous, les gardiens. C'est comme ça que ça s'est arrêté en Afrique du Sud. Donc, en amenant les jeunes. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Nous avons des jeunes. La population rwandaise est là, 70% des jeunes. Des jeunes affamés qui n'ont aucun avenir. On leur impose, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Pourquoi est-ce que Rachid, les conversations de Rachid, ils sont, ou même du Shema TV, ou même du Mubavu, ils sont les plus recherchés, sont les plus regardés avec les commentaires. C'est ça qui inquiète les services de RIB, etc. Mais on ne devrait pas convoquer Hakuzimana chez RIB, comme je l'ai dit tantôt dans l'émission que j'ai fait avec Gaspard Moussabimana sur la chaîne TV Nyingi. J'ai expliqué que c'est la commission des droits de l'homme, la commission de l'unité nationale et de la réconciliation. C'est là qui devrait écouter, c'est là qui devrait négocier, parler, discuter avec Hakuzimana. Parce qu'Hakuzimana, il a beaucoup donné des idées, il a beaucoup expliqué qu'au pays, on a besoin vraiment d'une vraie réconciliation. Que la vraie réconciliation passe par la vérité, celle que nous prenons tout le temps ici. Donc, ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, mettre Hakuzimana en prison, c'est comme mettre Karasira, c'est comme mettre Damandi en prison. Ça ne va pas apaiser la situation au Rwanda, ça va l'enflammer encore beaucoup plus. Même, il peut même sortir encore quelques jeunes qui sortiraient. Hakuzimana, il a 53 ans, il n'est pas trop vieux, mais c'est quelqu'un qui a toujours su prendre des initiatives et qui ne veut pas rester les bras croisés. C'est pour cela que ces derniers temps, il parle presque tous les jours.
il recherche à parler parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il le sait. C'est quelqu'un qui parle parce qu'il est convaincu qu'il peut être assassiné, emprisonné. Donc, il le fait aussi rapidement que Mme Ida Mandje, qui a parlé pendant 15 jours. Sur 6 interviews, au moins 4, c'était des interviews claires et nettes. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a mis en prison. Il avait fini son boulot. Il a dit, moi, j'ai terminé mon boulot. Je crois que si vous faites le total des émissions, des Ibiganiro, de tous les interviews que Rachid a données, il a presque fini. Il a presque dit tout. Il a dit tout. Il a demandé qu'Oribert est prisonnier. Il a demandé que les enfants des chefs d'État soient, je vais dire, respectés dans leur pays. Il a demandé que le président Kagame puisse partir, qu'il n'est pas un dieu, etc. Donc, il a vraiment fait son boulot correctement. Donc, pour moi, le mettre en prison demain ou le tuer, etc., ça ne sert à rien pour le régime FPR. Mais parce qu'ils sont tellement stupides, ils vont faire comme Kizito Mihigo. Kizito Mihigo avait terminé sa mission avec sa seule chanson, il avait réglé le problème. Mais c'est ce que Hakuzimana répète à peu près le même message que Kizito Mihigo. Sans chanter, mais il fait le même message. Alors, tu sais, le jeune homme, Joseph Harerimana, celui qui revendiquait l'héritage de Kizito Mihigo, qui a été porté disparu le 24, je crois, le 24 mai, le 25 mai. Donc, porté disparu jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, je crois que c'est la population qui va devoir arrêter cette saignée, cette façon de faire disparaître, donc il appelle la population rwandaise. C'est ça, c'est le peuple qui va l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut des gens comme Hakuzimana Rachid, et les gens comme Chaka Gilbert, etc., qui récidivent, qui demandent pacifiquement. Donc, après les actions pacifiques, donc le régime, lui, va faire comme quelqu'un qui est allé agresser une ruche pleine d'abeilles, ou c'est ça qui risque de leur arriver. Et ils l'auront cherché. Ils vont se faire bouffer. C'est ça qui va arriver. Et les fusils, les blindés, ça ne leur servira pas à grand-chose. Entre-temps, des milliers d'autres seront partis parce que j'ai l'impression que, justement, c'est ça la question que je voulais poser à M. Matata. Après le kidnapping de Paul Rusesabagina, on se disait il a des soutiens, il est belge, il est résident permanent aux États-Unis, il a la fondation Lantos, il a la fondation Rusesabagina. Ça fait 1 an qu'il est en prison et qu'il est traité comme un inhumain. Kizito Mihigo est mort en février 2020. Sa page est fermée. Et les fameux soldats fils du peuple sont là. Les policiers qui l'ont étranglé sont là. Ils n'ont pas été poursuivis. Le jeune dont Célestin parlait, Innocent Bahati, oui, le jeune poète, il est parti. Il a disparu. Le 7 février. Eh bien, Joseph Harerimana dont Matata a parlé, Diogène Rukundo Gakwandi, Françoise Murekatete, Boniface. Celle-là, elle est revenue. Boniface Twagirimana, Illuminé Iragena. Elle est revenue aussi? Non, elle n'est pas revenue. Voilà, je n'ai pas fini. Françoise. Je n'ai pas terminé. Parce qu'on a parlé, on a discuté. Les gens ont crié très tôt. Mais entre-temps, elle est partie. Elle n'est pas revenue. Les fameux militaires ou policiers du peuple, ils ne l'ont pas défendue. Il y a ensuite Anselme Mutuyimana, qui a été enlevé et qui a été retrouvé dans un bois quelque part, mort. Oui, justement. Étranglé, défiguré. C'était un jeune. Tous ces gens-là avaient un âge qui tournait autour de 30 ans, à peine. Oui. 40 ans. Ils venaient de sortir de prison aussi. Exactement. Aujourd'hui, il y a les autres. Kizito Mihigo, il avait quoi, 35 ans? 39 ans. Pas. Voilà. 39 ans. 39 ans, oui. Et donc, à force de croire que les militaires vont finalement faire justice à la population, je vous assure, on risque d'attendre 100 ans. Quand on voit... L'armée, mon frère, l'armée du FPR, Joseph, là, je ne sais pas. L'armée du FPR, ce n'est pas lui qui va changer les choses. C'est le peuple. L'armée du FPR ne va pas changer la situation au Rwanda. Non. Et s'ils le font, c'est pour faire un coup d'État
C'est pas pour les beaux yeux de ces Non, non, populations. je n'ai pas dit que c'est l'armée qui va changer les choses, c'est le peuple. C'est le peuple qui fait que l'armée change de camp. Que Dieu nous entende, mais la situation du Rwanda, elle n'est même pas comparable à celle d'Afrique du Sud. Laisse-moi la situation à l'époque de Mandela, ils avaient en face un gouvernement certes raciste, d'apartheid, Comme celui mais qu'on a au qui Rwanda. respectait un minimum de dignité humaine. Le président sud-africain a accepté de sortir Mandela de prison pour dialoguer avec Mais lui. après Oui, combien de mais meurtres? permettez-moi quand même de poser Après quelques beaucoup de questions. meurtres. Permettez-moi quand même de vous poser quelques questions à vous deux, parce que il y a d'un côté monsieur Matata qui est vraiment on ne peut plus optimiste, qui croit que vraiment la population va tout changer. Effectivement, on a connu des exemples, notamment au Soudan. Nous avons le cas de l'Afrique du Sud, vraiment c'est un cas qui n'est pas semblable au Rwanda, mais quand même la même virulence et même le soutien aussi. Rappelez-vous que l'ANC était sur la liste des organismes terroristes au niveau des États-Unis et de l'Angleterre. Donc la population a continué la lutte jusqu'à ce que vraiment tout son soutien, toutes ces grandes puissances retournent leur veste, si je peux ainsi dire. Donc, d'un côté, je peux comprendre M. Ndagijimana qui dit que qui ne partage pas le même optimisme de Matata, qui dit que effectivement, sur base de ce qu'on connaît, nous, de la brutalité, la sauvagerie, ou alors l'instrumentalisation de l'armée rwandaise, même programmée du tout le temps, Asikariwangu, Jeshilangu, il pense que ce sont ses militaires, c'est son armée, qu'il peut utiliser comme il veut. Mais permettez-moi quand même de penser que la persévérance de la population, j'ai l'impression qu'elle finira par payer. Parce que tout à l'heure, je parlais avec la femme de Chaka, avec même certains amis qui le soutiennent très très fort, qui disaient, de toute façon, je suis morte. Il va me dire qu'il va me tuer. De toute façon, je suis un mort vivant. Ça sert à qu'il vienne, qu'il me tue. Mais je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me taire parce que ce n'est pas juste. Ce que je vis, ce n'est pas juste. Mais c'est la femme déjà qui le dit. On ne connaissait pas il y a on ne connaissait même pas. Oui, toutes les personnes qui ne croyaient pas que nous parlons de Chaka pour le moment. Mais je vous assure, moi qui suis journaliste, il y a des informations, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les coulisses, qui disent c'est pas juste ce que vit Chaka, ce qu'elle dit là, la voix de l'orphelin, pour traduire ce qu'on appelle sa chaîne. Toutes les idées que Chaka disait, que Chaka mettait en lumière, tout le monde le partage. Tous les jeunes Rwandais d'origine Hutu, dont les pères ont été tués par les pères. Ils n'osent pas le dire pour le moment, mais ils le pensent très fort. Ils sont là, ils sont frustrés. Je pense que c'est de là que le père doit revenir à Matata un tout petit peu. Là, il dit que le jour où cette frustration va éclater, où cette colère va se déverser dans la rue, c'est certes, l'armée va se comporter de façon comme il a été conditionné, c'est juste ce que dit M. l'ambassadeur, ce que dit, c'était très juste d'ailleurs, il va tirer sur les gens, ça c'est sûr. Il y aura pendant quelques minutes seulement. Pendant quelques jours, permettez-moi, pendant quelques minutes. Ces gens, vous avez même dit, M. Joseph, qu'ils sont tellement conditionnés, il y en a même ceux qui s'appellent Kamwa Moussaï, c'est-à-dire le buveur de sang. C'est son prénom. C'est son surnom. Son surnom dit Kamwa Moussaï. Il se l'appelle lui-même, qu'il est le buveur de sang. Cette personne-là, on ne va pas lui demander d'avoir. Ils vont les tuer. Mais le peuple va le boire aussi, ce mec-là. S'il veut aller boire le sang du peuple, ils vont. Comment dit M. l'ambassadeur, que Dieu t'entend, que Dieu vous entende. Ce que je vois, c'est que quand même, pour revenir sur Terre, oui, c'est quand même que cette armée, l'armée patriotique rwandaise, et c'est la même armée avec les mêmes chefs depuis 1994, à quelques exceptions près. C'est une armée responsable du crime de guerre
à, à- à répétition depuis 1990, de crimes contre l'humanité qu'on ne peut pas compter, de crimes de génocide. Et malgré ça, cela n'a pas cessé. Les mêmes militaires continuent de tuer, au Rwanda comme en RDC. Des gens qui vont massacrer des enfants dans les camps des réfugiés rwandais, dans le Kivu. Je ne les vois pas sortir un jour en disant « nous sommes du peuple, nous allons protéger la population ». Honnêtement, je préfère être pessimiste à l'égard de cette armée. Une armée qui a commis un génocide, il ne faut pas lui prêter des intentions généreuses. Ils vont d'abord tuer, et si en face, il y a une force pour les faire réfléchir, alors seulement ils pourront dire, en fait, nous sommes du côté du peuple. Et d'ailleurs, combien vous connaissez des officiers du FPR qui sont vraiment des enfants de ce peuple qui est écrasé aujourd'hui, des vrais officiers de commandement. Oui, mais je reviens à ma question. C'est pas les... Permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, je reviens justement à ma question de départ. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de leur expliquer, monsieur Matata, vous leur expliquez que la situation dans laquelle ils se trouvent est semblable à celle qui a précédé le génocide en 1994. Vous leur montrez, la population parle ouvertement en Kinyarwanda, s'il vous plaît. Ils réclament leurs droits. Au lieu d'écouter la population, au lieu de vous écouter, au lieu de nous écouter, ils persévèrent dans l'erreur. Est-ce que, pourquoi, on se demande, pourquoi est-ce qu'ils sont comme aveuglés par le sang, peut-être qu'ils ont versé, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'ils continuent sur cette voie? Voilà, c'est ça que je voulais, comment que vous souligniez, et surtout pour aller justement vers la fin de notre émission, justement, pour voir, est-ce que, quel est le rôle maintenant de ce qui se disent, des partis politiques d'opposition, par exemple, de l'opposition, c'est-à-dire les organisations politiques ou alors la société civile qui devraient normalement constituer une contre-pouvoir, une contre-force pour essayer de défendre les intérêts de la population. Quel sera le rôle justement de ces partis politiques, de l'opposition en général et des sociétés civiles? Quel est le rôle que vous trouvez que les partis politiques d'opposition, les sociétés civiles devraient jouer? Quel rôle pour essayer de défendre les intérêts de la population et surtout pour éviter qu'il y ait ce bain de sang que nous redoutons et que nous voyons qu'il va, de toute façon, qu'il y aura un bain de sang. Quel serait le rôle de l'opposition, monsieur l'ambassadeur? On passe par le monsieur l'ambassadeur et puis on va terminer par monsieur Joseph, puis on va clôturer aujourd'hui notre émission d'aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie pour cette question vitale, en fait. Moi, je pense que toutes ces réactions brusques et violentes du gouvernement rwandais, de l'armée de Kagame contre la jeunesse, contre les youtubeurs, en fait, c'est que le FPR en connaît un bout. Ils savent que la communication, c'est l'arme absolue qu'il a utilisée dans la conquête du pouvoir. Et Kagame sait que le mensonge, que souvent d'ailleurs mon frère Joseph Matata dénonce, et contre lequel il travaille beaucoup, contre l'impunité, contre les mensonges et tout, Kagame utilise la communication pour porter ses mensonges loin, pour faire accréditer la thèse que c'était un homme du progrès, que c'était un panafricaniste, que c'était un révolutionnaire, que c'était un homme généreux qui a arrêté le génocide. Tout ça ne passe plus. Il y a une jeunesse, Tutsi comme Hutu, parce qu'on ne parle pas souvent des Batwa, parce que les Batwa, ils ont été complètement exclus de la société rwandaise. C'est la vérité, malheureusement. Eh bien, la jeunesse Hutu, comme Tutsi, et les mélangés, comme on les appelle, ils ont compris que ce mensonge-là risque d'amener le Rwanda, encore une fois, vers l'apocalypse. Et ils se sont levés, ils utilisent les moyens du bord pour faire passer leur vérité et la vérité du peuple. Donc, Kagame, il a peur d'être rattrapé par ses crimes. Il a peur, il a une peur bleue pour tous ceux qui peuvent témoigner
dire la vérité sur les crimes du FPR, de Paul Kagame. C'est ça sa peur bleue aujourd'hui. Eh bien, pour répondre à la question de Célestin, qu'est-ce que les opposants politiques et de la société civile peuvent faire? Premièrement, nous devons essayer de faire plus et mieux que cette jeunesse qui se sacrifie pour nous et pour l'avenir du pays. Plus et mieux dans la communication. Sans d'abord regarder, moi je suis Tutsi, donc je ne vais pas parler des malheurs de Chaka, moi je suis Hutu, je ne vais pas parler de tel. Nous devons nous dire que la vérité passe avant nos intérêts personnels. C'est-à-dire que la seule chose qui peut vraiment mettre à nu le pouvoir qui tue, qui viole, qui arrête, qui kidnappe les Rwandais, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est la vérité. Moi, je suis convaincu. En tout cas, c'est ce que je crois. Et donc, en ce moment-là, puisque nous le savons, puisque nous savons que c'est les Chaka, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Nous devons donc faire aussi, du moins autant qu'ils font, sinon plus et avec plus de virulence et d'entrain, parce que nous, au moins, nous avons la chance de bénéficier de la sécurité du fait que nous vivons à l'étranger dans des pays démocratiques. Donc, si on ne parvient pas à faire ce que Gilbert et Chaka fait, si on ne parvient pas à faire ce que Karasira a fait, ou tout au moins de les soutenir, Victoire Ingabire qui a passé 8 ans en prison pour rien. Rachid, 8 ans en prison pour rien. On ne veut même pas lui dire pourquoi il a passé 8 ans, puisqu'il n'y a pas de jugement. Et donc, nous devons nous dire, au fait, est-ce que nous devons continuer à être les alliés du régime du FPR par notre silence? Est-ce que nous devons éviter de dire que le FPR a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, qui sont par ailleurs documentés par des rapports de l'ONU? Des rapports de l'ONU, des rapports des ONG internationales, des rapports d'experts enquêteurs, des gens comme Robert Garsoni, comme Garreton, comme ceux qui ont fait le rapport Mapping et autres. Au lieu d'aller en avant, de dire, voilà, c'est un régime qui tue, qui a massacré, qui a commis un génocide, nous avons tendance à reculer. Quand Chaka dénonce ce qui lui est arrivé à lui et à sa famille, et que nous faisons un pas en arrière, nous le condamnons en fait. Nous condamnons cette jeunesse révolutionnaire qui veut libérer le peuple. Je laisse la suite à Joseph Matata qui en connaît un peu plus, parce qu'il a lu des rapports, il en a même que moi je n'ai pas. Mais je pense vraiment qu'on doit s'orienter vers cette fermeté, une fermeté derrière le concept de vérité, pour lutter contre l'injustice et contre l'impunité. Sinon, nous sommes en train d'accréditer les thèses de Kagame qui n'a rien fait, qu'il a arrêté le génocide, et que donc, pourquoi changer de régime? C'est ce que je voulais dire, Célestin. Très bien. Voilà. Donc, il m'avait demandé de clôturer. Je dois d'abord te remercier parce que tu reviens toujours, tu as toujours défendu à tout lieu, en tout le temps, plusieurs fois depuis de longues années. Tu as demandé aux anciens détenteurs, comme tu as été aussi ministre pendant quelques jours, tu as demandé aux autres anciens, je veux dire des anciens responsables de l'armée, des responsables des départements, etc., des conseillers du président ou ministériels, tu as demandé que chacun puisse donner sa part de vérité pour la période où il a géré, où il a... Voilà. Donc, tout ça... Vous m'entendez là? Oui. Et nous parlons, Célestin, on parle. Oui, voilà. Parce oui, que moi, il a fini, mon frère Continue. Marie, je continue pour la conclusion. Oui. Donc, Jean-Marie a toujours demandé, parce que je le sais, puisque j'ai toujours travaillé à ses côtés, il a toujours demandé aux anciens, les militaires, etc., les gens comme les Kayumba Nyamwasa, etc., il a dit, aidez-nous à rétablir la vérité. Par exemple,
Je vous donne un exemple. Pour le jeune homme Chaka Gilbert, son papa, qui s'appelait Sinamenye Sylvestre, il a été emporté par les soldats de Kayumba Nyamwasa, puisque Kayumba Nyamwasa était dans la région de Byumba. Donc, c'était son siège. Donc, l'enfant, il avait 2 ans. Maintenant, il a 29 ans, il essaie de poser la question. Le résultat, c'est l'embêter, le faire disparaître, enlever sa femme, etc. Donc, cette vérité que Jean-Marie a demandé, que nous demandons tous, c'est cette vérité-là qui fait que dans l'opposition, je dirais qu'il y a des traîtres, des gens qui ne veulent pas qu'on sorte de cette situation. Parce que la vérité, elle est connue. Il y a des acteurs qui étaient là à ce moment-là, qui devraient aujourd'hui soutenir Chaka, dire écoutez, ce que raconte Chaka, nous l'avons fait. Or, ce n'est même pas ça. Même au niveau des. Pendant la guerre, pendant les massacres commis sur les Tutsis, il y a des personnalités qui sont dehors, qui étaient des bourgmestres, qui étaient des ministres, etc., qui peuvent vous donner aussi leur part de vérité, mais qui se taisent. Donc, les Rwandais, nous avons cette façon de rester, je veux dire, ou de faire le malin, qui fait que justement, ce comportement, cette attitude continue de nuire à l'établissement de la vérité. Or, le régime de Kigali qui est basé sur le mensonge, il a peur de la vérité comme le feu a peur de l'eau. Donc, et c'est pour cela que justement ils essayent d'éteindre les incendies, je veux dire de faire telle personne, de s'attaquer aux poètes, aux musiciens comme Kizito Mihigo, aux poètes comme Bahati, etc. Et maintenant aux politiciens qui lui dit, écoute, moi je suis un politicien, Hakuzimana il se présente comme un politicien indépendant. Il est membre fondateur, comme il a dit, du Parti démocratique islamiste, etc. Donc, cette façon de refuser, cette façon de craindre, cette façon de remettre à demain ce face-à-face avec la vérité, c'est ça qui va perdre le régime FPR. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent toujours gagner du temps, qu'ils peuvent toujours distraire les gens, etc. Mais c'est trop tard, le peuple est sorti de ses gonds. Moi, je le dis parce que vous avez vu, avant, quand un journaliste allait descendait dans la rue, etc., tout le monde le fouillait. Maintenant, tout le monde veut lui parler. Le journaliste est obligé de trier, de demander, de reconnaître. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 3 ans. Donc, moi, je dirais même que ça va très vite, ça va très rapidement. Parce que des gens comme moi... Justement, Joseph, je voudrais quand même revenir à ma question que j'avais posée à M. l'ambassadeur. Le rôle de l'opposition, vous en avez... Le rôle de l'opposition et le rôle de la société civile, c'est vraiment ça. Quel est le rôle que devrait jouer l'opposition en général, l'opposition au régime de Kigali et le rôle de la société civile en général, M. Joseph Matata? C'est ce que je venais de répéter. Nous avons des hommes politiques qui prétendent être des politiciens et qui devraient, par exemple, appuyer le jeune homme Chaka. Nous avons quand même Nyamwasa qui est responsable de ces kidnappings. Les gens, je vous donne un exemple, parce qu'on a 2 noms ici. Vous avez Sinamenye Sylvestre, c'était le papa de Gilbert Chaka. Vous avez monsieur le papa Alexandre Renzao, qui était le papa de Émile Hakizimana. Donc, ce sont les 2 parents de 2 jeunes gens qui ont été emportés à l'époque où le général Kayumba Nyamwasa gérait tous ces soldats-là. Donc, surtout qu'ils ont été enlevés donc de chez eux, il n'y avait pas de front, parce qu'il n'y a pas eu la guerre à Byumba, juste à côté dans la ville de Byumba. Le FPR est déjà à occuper Byumba tout de suite. Donc, le 8 avril, donc 2 jours plus tard, les papas ont été emmenés, ont été emportés. Ils ont allé saccager la commune d'Oditi, qui n'avait connu aucun génocide, aucun massacre de Tutsis dans la commune d'Oditi. Et le résultat est qu'aujourd'hui, les jeunes orphelins, ils parlent, ils s'expriment. Vous avez vu même, je crois qu'ils croyaient peut-être que
Gilbert Chaka serait seul. Mais tu as vu que d'autres jeunes sont venus le rejoindre, notamment un autre jeune homme qui est venu, Nyeshimana Venus, etc. Donc, les jeunes venaient. Il y a aussi son cousin d'ailleurs, dont le père justement est disparu aussi, a été tué, mais qui lui aussi a été arrêté avant, dans une rafle qu'on disait qu'il n'avait pas respecté les consignes du lockdown et tout ça. Il est toujours en prison aujourd'hui. Ça, on n'en parlait pas. Il est toujours en prison maintenant. Il est à la station de police. On a changé d'accusation. Quand on l'a arrêté, il avait passé outre le couvre-feu. Maintenant, on dit que c'est une station à la désobéissance ou une station... Incitation à la désobéissance civile. Voilà. Parce que tout simplement... Je me demande si jamais il nous rattrapait ce dont il nous accuserait alors. Écoute, moi je crois que c'est trop tard. Hein. C'est trop tard de faire taire la population. Ce n'est pas possible. C'est terminé. Moi je le dis parce que tout le temps j'essaie d'écouter. Je vais chercher des petits audios, des petites vidéos, même des années de 2 ou 3 ans, comme ça. Les gens, ils décident de parler, ils disent, écoutez, Akarengane, Akarengane, Akarengane. C'est le mot qui vient sur toutes les bouches. Et ça, ça se répand comme l'épidémie de Covid. Hein. Donc, ne vous en faites pas. En moins d'une semaine, tout peut basculer au Rwanda. Il suffit de dire, écoutez, par exemple, on ne sait pas si le RIB va se tenir tranquille à attendre que Hakuzimana ira demain. S'il attaque chez lui à la maison, c'est le quartier de Nyamirambo, c'est un quartier surchauffé, survolté, etc. Et c'est pour cela peut-être qu'ils ont téléphoné au début, etc. Ils avaient même peur de faire peut-être la convocation. Parce qu'ils disaient, avec la convocation, il va le diffuser, c'est normal. Il diffuse tout. Même le coup de fil, il nous l'a diffusé. Et c'est pour ça qu'on est ici, qu'on est en train justement de parler. Alors, la position des politiques, c'est celle-là que tu me demandais comme question. Je dis que les politiciens du Rwanda, que ce soit les anciens ou les nouveaux, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas parler. Ils ont peur aussi de la vérité, parce que certains d'entre eux sont impliqués aussi dans des choses, dans des crimes ou dans des complicités, etc. Mais j'espère, parce que ce sont les jeunes. Au Rwanda, tu sais pourquoi Kagame a des problèmes? C'est parce que les jeunes, tu ne vas pas les terroriser et dire qu'ils ont commis un génocide. Ce sont des jeunes. Ils ne connaissent pas le génocide. Ils étaient des bébés. Chacun, tu ne peux pas l'impressionner en disant tais-toi, il y a un génocide ici. Il avait 2 ans. Donc, cette génération, c'est celle-là qui est menacée aujourd'hui de chômage, qui n'a rien à manger, qui est assassinée. Tu as vu les jeunes là, enzigués, du côté de Wamagana. C'était les jeunes qui disaient, écoutez, on ne va pas mourir comme des mouches. Nous ne sommes pas des mouches, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains, etc. Donc, c'est cette révolte-là qui gronde et que le RIB devrait cesser de s'amuser à convoquer les gens qui parlent pour le peuple. Il suffit d'aller voir les visites, les commentaires que les gens font sur les conversations, sur les interviews de Tchuma, de Hakuzimana et même de Assoumani. Assoumani qui aujourd'hui semble avoir été attaqué, qui ne parle pas ces derniers jours. Vous savez qu'Assoumani, je ne sais pas s'il est passé sur Radio Rumuri une fois aussi. Oui, il est passé sur Radio Rumuri, voilà, oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont allés le visiter, ils ont réussi à le terroriser. C'est pour ça qu'il s'est retiré, il sautait. Ils essaient de faire la même chose avec Hakuzimana Rachid et Chaka, Gilbert et tout le groupe. Ils essaient de faire la même chose avec Victoire Ingabire, mais ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas, ça ne marchera pas. Il est grand temps qu'ils changent, qu'ils comprennent. Ils ont la chance maintenant que Hakuzimana donne des solutions, comme politicien. Il propose des solutions, il dit, on peut faire ceci. Et ce monsieur-là, comme il le dit, c'est un monsieur, le Rwanda a de la chance d'avoir quelqu'un qui critique et qui donne des solutions, qui dit on peut faire comme ça, on peut faire ça. Et c'est quelqu'un qui connaît la ville de Kigali, c'est quelqu'un qui connaît les jeunes, puisqu'il a évolué tout comme jeune. Et aujourd'hui, le menacer, le faire taire, etc., je crois que c'est l'erreur fatale
que le régime est en train de commettre et que le RIB, qui est habitué, bien sûr, comme tout chien de garde, qui est habitué à attaquer toute personne, justement, toute personne qu'on cible, parce que cette façon de faire taire toute une population de 12 millions, comme ils le disent, moi je ne crois pas qu'on ait 12 millions, mais cette façon, elle a assez duré, les gens n'en ont pas besoin, c'est pour cela que Hakuzima en a dit, je ne peux pas répondre à un coup de fil. Maintenant, il va y aller demain. Et s'il a pu trouver un avocat, il va y aller avec un avocat, comme Madame Rugigara est partie aussi, il a dit, je ne réponds pas. J'ai dit, c'est pendant la commémoration, je n'y vais pas. Donc, tu vois, le peuple essaye de faire face, essaye de s'exprimer, de prendre parti. Et nous aussi avec. Je viens de faire ici, on est en train d'appuyer justement, d'appuyer les propos, les discours et de dire qu'il est grand temps que le pouvoir sache que le peuple en a marre de se taire. On ne peut pas m'isoler tout le temps. On ne peut pas m'isoler depuis de longues années. Les gens, on les a isolés. Tu as vu les femmes, les hommes, les jeunes gens, même les vieillards. Il y a une vieille maman, la vieille maman qui a parlé tantôt. Oui, j'ai été étonné justement de voir. Nous étions habitués normalement à entendre de ces témoignages, à propos des massacres de Kivero. Oui, c'était surpris. Une maman qui parle après, je ne sais combien, après 26 ans. Oui, tu parles de massacres de Kivero en se trouvant au Rwanda. C'est rare. C'est vraiment un fait. C'est vraiment étonnant. C'est rare, vraiment. C'est un fait rare pour être vraiment souligné. Parce que nous étions habitués, il y a même certaines victimes des rescapés de ces massacres de Kivero qui, jusqu'aujourd'hui, même en se trouvant à l'extérieur du pays, n'osent pas témoigner. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est au Rwanda, qui ose témoigner, dire, voici, je suis blessé ici, c'est vraiment un bon signe. Bon, j'aimerais quand même vraiment... Excusez-moi, avant de terminer, oui. Vous touchez la question des massacres de Kivero. Oui. Vous avez vu, parce que moi aussi j'ai regardé la vidéo, la vieille, qui n'est pas si vieille que ça, c'est notre petite sœur. Kubwimana Marthe, elle a 63 ans. Voilà, exactement. C'est notre petite sœur. Oui, c'est oui. Bien. Elle a parlé avec beaucoup de précautions. Elle a dit, il ne sait pas qui nous a attaqués. C'était des militaires. Oui. Elle s'est trompée de mois parce qu'elle a mis tout en mai. Oui, et en fait, c'était en avril, mais ça, c'est pas grave. Elle a au moins osé parler de cela en prenant toutes les précautions du monde, et je la comprends tout à fait. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous avons vu ce qui s'est passé à Kivero. Beaucoup d'entre nous étaient... c'était des acteurs même pour les massacres. Ils étaient dans le gouvernement, d'autres étaient dans l'armée. Ils savent pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour raconter le massacre de Kivero. Moi, j'étais parti déjà, mais je suivais ça aussi en direct grâce à la Croix-Rouge, grâce à des ONG qui étaient sur place. Et puis, j'ai lu des livres écrits par... Pour ceux qui ne connaissent pas, monsieur l'ambassadeur, moi, je pense que nous devons franchir le pas. Oui. Tous les anciens responsables, tous qui étaient au gouvernement, qui étaient au sommet de l'armée, ils doivent nous dire la vérité sur le massacre de Kivero, plutôt que de laisser une vieille femme qui n'avait que 30 ans, je pense à l'époque, ou 40, on la laisse raconter, on lui demande même, est-ce que tu as vu ces militaires? Mais elle était déjà couchée par terre en train de saigner et ne voyait plus personne. Et puis, elle ne va pas dire toute sa vérité, parce qu'elle est au Rwanda. Nous sommes à des milliers de kilomètres. Disons la vérité. Disons la vérité, toute la vérité sur Kivero. Est-ce que c'était planifié? Est-ce que le gouvernement en a discuté avant l'attaque du 22-23 avril? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est vrai que des Interahamwe étaient dans le camp et que donc l'armée rwandaise du FPR était en légitime défense? Qu'on le sache une fois pour toutes. Nyiri shashiramo imiyaga nyiri
ndekura nigire mu ijuru. Shakaji mahoro ku mfubyi z'iwacu, bapfakazi simbibagiwe, amarira yanyu Imana irayareba. Waduhindanyije imitima, utubiba mu rwikekwe kuryana, kuneka nubiduha nk'umurage, uducamo ibice nawe utiretse, ubiba ikinyoma ngo usarure amashyi, ukunda abapfukamye batarwaye amaguru, wimika abashirinde imbere gusa, gutekereza ibyiza byo ntubabaze, ukuri waguhambye kure y'iwacu, nyirisi wandekuriye ubugingo, nyirisi nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru, nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru. Wangize imfubyi ndanga ndakura, unyicisha inzara ndaguma ndasukuma, ndapfukama nkusaba puberi, urayinyimugaburira ibisiga, ijwi ry'imfubyi rirangurure, ikinyoma gihungeho imikura urukundo. Wangize imfubyi ndanga ndakura, unyicisha inzara ndaguma ndasukuma, ndapfukama nkusaba puberi, urayinyimugaburira ibisiga, ijwi ry'imfubyi rirangurure, ikinyoma gihungeho imikura urukundo. Ijwi ry'imfubyi rirangurure cyane, ikinyoma gihungeho imikura urukundo. Nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru, nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru. Rungano rubyiruko, irinde ibiyobyabwenge kandi mukore cyane, nimushyire hamwe kandi mureke inzangano. Tora nsenga ngo ngire umujinya mwiza, n'ubundi urwango rurimbura nyirarwo, kuntega amatwi bigutwaye iki, kwemera ukuri bikunaniza iki, nyirisi gumana ubugome bwawe, ariko ndekure nigire mu ijuru, nyirisi gumana ubugome bwawe, ariko ndekure nigire mu ijuru, kuntega amatwi bigutwaye iki, kwemera ukuri bikunaniza iki, nyirisi gumana ubugome bwawe, ariko ndekure nigire mu ijuru, nyirisi gumana ubugome bwawe, ariko ndekure nigire mu ijuru. Nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru, nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru, nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru.